Troisième partie de notre émission avec l'actualité politique et parlementaire. Saveria et les titres de cette actualité ce matin. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'essence et le diesel en baisse à la pompe, moins 3 centimes pour le gazole, moins 6 centimes pour l'essence. Une baisse due à la chute des prix du pétrole, mais à 4 jours de la mobilisation du 17 novembre. Pas sûr que cela suffise à calmer la grogne. Le gouvernement doit annoncer demain des mesures d'aide. Début du marathon budgétaire au Sénat avec le projet de loi de finances, le budget de la santé, un budget à l'équilibre pour la première fois depuis 2001. Un budget qui devrait permettre la mise en place du reste à charge zéro, mais pour les sénateurs, il faut modifier la copie du gouvernement. Et puis les attentats du 13 novembre, il y a 3 ans, l'horreur terroriste frappée en plein Paris. Un hommage national est prévu aujourd'hui. Où en est la menace terroriste alors que le budget des armées est mis en péril cette année? On en parle avec mon invité, l'ancien ministre de la Défense, Gérard Longuet. Je vous le disais en titre, peut-être un répit pour le gouvernement. Les prix à la pompe chutent sous l'effet de la baisse des cours du brut, mais à 4 jours de la grande mobilisation du 17 novembre, pas sûr que cela suffise à calmer la grogne. L'exécutif devra annoncer demain des mesures pour aider les automobilistes, notamment la prime à la conversion qui pourrait être renforcée. Sandra Cerquera. L'objectif du gouvernement est bien de mettre fin à la grogne des gilets jaunes. Le chèque carburant évoqué jusque-là pour compenser la hausse des taxes est abandonné. Le gouvernement dit refuser de subventionner le pétrole. Quand vous voyez que l'Arabie Saoudite décide de restreindre sa production de pétrole pour augmenter les cours, si on veut continuer à dépendre de puissances étrangères, continuons à financer l'essence et le diesel. C'est une erreur. Parmi les pistes évoquées, l'élargissement du chèque énergie, une aide de 150 et bientôt 200 € pour payer les factures d'énergie. Quelques 6 millions de foyers y seraient éligibles, contre 4 millions aujourd'hui. Également à l'étude, l'augmentation de la prime à la conversion des vieux véhicules. L'exécutif pourrait s'engager à en financer jusqu'à près d'1 million d'ici 2022, au lieu des 500 000 actuellement prévus. Il serait aussi envisagé d'aider ceux qui conduisent beaucoup, entre 80 et 100 km par jour. Le forfait versé par l'employeur aux personnes se rendant sur leur lieu de travail en covoiturage, près de 200 €, pourrait être mis en place dès 2019. Au Sénat, une partie des Républicains, Sophie Primas en tête, réclame un moratoire sur les prix du carburant. Moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est une grande confusion. En fait, il n'y a pas vraiment une stratégie politique derrière. Il faut repenser la taxation des carburants, réintroduire, et c'est ce qu'on fait au Sénat, et c'est ce sur quoi nous travaillons au Sénat, réintroduire une notion où on prend en compte l'évolution du prix du baril. Pour le gouvernement, toute la difficulté est de trouver des mesures qui marquent l'opinion, sans trop toucher aux finances publiques, tout en restant sur la ligne directrice de la transition énergétique, alors que les ONG réclament un plan pour développer des moyens de transport alternatifs. Et puis Saveria dans l'actualité, un bonus-malus pour les entreprises qui abuseraient des contrats courts, les fameux CDD. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron hier. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, l'a confirmé sur notre antenne. Le gouvernement veut taxer les contrats courts, d'autant que le recours abusif au CDD coûterait 8 milliards d'euros. À l'Unédic, Adrien Develay. Emmanuel Macron l'a confirmé vendredi. Le gouvernement va s'attaquer aux entreprises qui abusent des contrats courts. La ministre du Travail Muriel Pénicaud l'a garanti sur notre plateau. Selon elle, 9 contrats sur 10 sont des CDD ou des intérims. Beaucoup trop pour le gouvernement. Il y a des entreprises qui ont un peu abusé du système et qui utilisent l'assurance chômage comme base et puis appellent au coup par coup, 7 fois sur 10, c'est le même salarié pour venir un jour ou l'autre travailler. Donc on dit que les employeurs doivent être responsables. Le mécanisme est simple. Les entreprises qui convertissent les contrats courts en CDI paieront moins de cotisations d'assurance chômage. Celles qui, au contraire, ont trop souvent recours aux contrats précaires seront pénalisées. Un dispositif que les syndicats patronaux jugent contre-productif. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a apostrophé directement Emmanuel Macron sur Twitter. Le bonus-malus imaginé par le gouvernement va détruire des CDD et des emplois intérims sans pour autant créer de CDI. Tous les entrepreneurs le pensent. La solution est à court terme dans les branches et à moyen terme, repenser le contrat de travail du XXIe siècle. À la CPME, l'annonce du président de la République crée également les mêmes réserves. C'est évidemment une erreur. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, elles embaucheront moins au contrat court, peut-être,
mais elles n'embaucheront pas plus en contrat long. Quand les entreprises recourent à des contrats sur une courte durée, c'est bien souvent qu'elles n'ont pas le choix. Regardez dans l'hôtellerie-restauration ou les services à la personne, par exemple, comment voulez-vous faire autrement que de prendre des gens sur une courte période? La déclaration d'Emmanuel Macron coïncidait vendredi avec l'ouverture des négociations sur l'assurance chômage avec les syndicats. D'après le gouvernement, l'abus des contrats précaires de courte durée coûterait 8 milliards d'euros par an à l'assurance chômage. Le budget de la sécurité sociale en examen au Sénat. Parmi les mesures phares, le reste à charge zéro, c'est-à-dire le remboursement intégral des lunettes et des prothèses dentaires et auditives. Une avancée sociale pour le gouvernement, un mensonge grossier pour l'opposition. Je vous propose d'écouter la ministre de la Santé Agnès Buzyn ainsi qu'Alain Milon, le président de la Commission des Affaires sociales. Ce projet de loi comporte à cet égard 2 avancées sociales majeures. En premier lieu, il donnera l'assise légale nécessaire au dispositif 100% santé, ou le reste à charge zéro, qui se déploiera dans 3 secteurs, le dentaire, l'optique et les aides auditives. Depuis longtemps, depuis toujours en vérité, nos concitoyens se sont habitués à ce que forment des angles morts de la protection sociale avec un accès aux soins dégradé. 17% des Français déclarent ainsi avoir renoncé à des soins dentaires pour des raisons financières. La réforme que nous avons engagée va leur permettre d'ici 2021 d'avoir accès à des équipements de santé indispensables. Le gouvernement privilégie son plan de reste à charge zéro en optique, dentaire et prothèses auditives. Cette promesse présidentielle va coûter pas moins de 700 millions sur 3 ans à l'assurance maladie pour rendre gratuit l'accès à un panier de soins dit 100% santé de produits et services de faible qualité puisque sans innovation. C'est ainsi que la couronne métallique sera gratuite, mais pas les prothèses beaucoup plus innovantes. Le résultat ne peut être autre qu'une tendance à la surconsommation de produits et services de faible qualité par la classe moyenne et un accès à la qualité limité à la classe supérieure qui paiera en direct ou par une surcomplémentaire santé. Les assureurs privés vont renforcer leur rente en finançant 100% des prestations de faible qualité, en démutualisant la qualité tout en augmentant significativement leurs primes. Voilà, on passe au deuxième rendez-vous politique de cette émission, le face-à-face dans un instant. Face-à-face avec Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, sénateur Les Républicains. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Gérard Longuet, nous sommes le 13 novembre 2018, 3 ans, jour pour jour après les attentats du Bataclan et de Saint-Denis. Est-ce que le risque d'attentat, est-ce que la menace terroriste ont diminué aujourd'hui ? Oui, manifestement, alors certains craignent à juste titre des cellules dormantes, mais force est de constater, je croise les doigts, que nos services de police ont déjoué les attentats et nous avons épargné le pire depuis Nice. Aujourd'hui, Daesh ne serait plus en mesure d'organiser un tel attentat? Alors, assurément, la base logistique que constituait le territoire de Daesh a disparu, ou en tous les cas dans des proportions telles qu'ils ne sont plus en mesure de financer des actions qui sont coûteuses et qui supposent une infrastructure, donc un soutien permanent qu'ils n'ont pas actuellement. Alors, c'est toujours à C'est toujours à l'ancien ministre de la Défense, je le rappelle que je m'adresse. Le ministère des Armées devra assumer seul, on l'a appris la semaine dernière, l'écart entre les provisions budgétaires et le coût réel et final des opérations extérieures, les SOPEX. C'est inédit, on parle de 800 millions d'euros. Alors je précise que ce matin dans le Figaro, la ministre des Armées, Florence Parly, répond et dit que le budget sera respecté. Est-ce que néanmoins cet écart, cette charge supplémentaire, c'est un coup de poignard aux armées? Un coup de poignard, non, mais le rapporteur du Sénat pour la Défense, Dominique de Legge, a tiré les signaux d'alarme et je pense que si Mme Parly a tenu à répondre dans le Figaro, c'est qu'elle est en position défensive. Eh bien, il lui appartiendra, c'est d'ailleurs le rôle du ministre de la Défense, de soutenir l'effort financier qui a été annoncé comme assez favorable, je le reconnais, même si l'essentiel des efforts est reporté en fin de quinquennat. Mais est-ce qu'il faut craindre des conséquences sur les hommes, sur le matériel, sur la sécurité? Non. Alors, sur le matériel, hélas, oui. Les hommes, non. Mais sur l'entretien du matériel, ce qu'on appelle la mise en condition opérationnelle, le maintien en condition opérationnelle, il y a toujours un risque qu'on économise sur les heures de vol pour entraîner les pilotes ou sur les entretiens du matériel dont certains vont rester dans les parcs inutilisables.
Gérard Longuet, dans le reste de l'actualité aujourd'hui, le Forum pour la paix qui s'achève aujourd'hui à Paris. Quel sens ça a d'organiser une telle manifestation, ce Forum pour la paix, sans les États-Unis ? Alors c'est une très très bonne remarque et je pense que le président de la République n'a peut-être pas assez à l'étoile rappelé que sans l'alliance franco-russe, nous aurions eu toute l'armée allemande face à nous en août 14 et sans doute été difficile de gagner la bataille de la Marne si toute l'armée allemande était sur le front de l'Ouest comme elle l'a été en 1940. Et donc il aurait fallu parler plus de la Russie, de l'alliance franco-russe. Je ne parle pas de la Russie bolchevique qui, elle, a traité avec les Allemands. Aujourd'hui, là, je vous interroge et quand aux Américains rappelaient que le raid a été décisive en 1917-1918, mais que le Sénat, le Congrès des États-Unis, n'a pas ratifié la SDN, c'est-à-dire la clé de voûte du système du président Wilson. Alors, évidemment, le lieu ne se prêtait pas à l'étoile à un cours d'histoire, mais sans doute puisque c'était à la Villette, aurait-il fallu parler de cet engagement multilatéral et dire pourquoi, en effet, le multilatéralisme, dont la France est un partenaire à part entière comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est une condition absolue de la paix dans le monde aujourd'hui. Mais néanmoins, l'absence de Donald Trump, l'absence des États-Unis aujourd'hui à ce Forum pour la paix, l'attitude et les mots très offensifs de Donald Trump récemment, est-ce que les États-Unis sont encore aujourd'hui notre allié, l'allié de l'Europe ? Alors, les États-Unis, c'est une grande nation qui change de président tous les 4 ans. Alors, parfois, ils sont renouvelés, mais les États-Unis, c'est un paquebot de haute mer. La ligne est quand même celle de l'Alliance Atlantique et celle de la solidarité avec les démocraties occidentales. Que M. Trump l'exprime à sa façon, c'est-à-dire avec beaucoup d'égocentrisme, oui, effectivement, mais les États-Unis restent les États-Unis. Gérard Longuet, je voudrais vous entendre maintenant sur la hausse des prix des taxes sur le carburant et sur, bien sûr, la mobilisation de samedi. Est-ce que le gouvernement, tout d'abord, finance la suppression de la taxe d'habitation avec cette hausse de la fiscalité sur le carburant ? On l'a beaucoup entendu, notamment dans votre camp, notamment Philippe Bas, ici, le président de la Commission des lois, qui parle d'un marché de dupes qui aggrave les inégalités. Ce qui est certain, c'est que le président candidat, alors qu'il était candidat, a décidé qu'il fallait supprimer la taxe d'habitation. Il s'est rendu compte qu'il fallait ensuite la supprimer pour tout le monde, que ça coûtait très cher, et il a mesuré, c'est un homme qui sait compter, il a mesuré que le budget de la France n'était pas en mesure de financer cette suppression sur des marges qui n'existent pas. Et donc, il faut trouver de l'argent. Alors que ce soit l'argent du carburant, l'argent de l'impôt sur les revenus ou l'argent de l'IFI, c'est de toute façon le contribuable qui paye la suppression de la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'on lui donne dans une poche, mais on lui prend dans l'autre, match nul, balle au centre, le contribuable est toujours sollicité. Alors maintenant, il y a une autre question sur les carburants qui est beaucoup plus importante et qui est, à mon avis, une faute gouvernementale. Faute gouvernementale, parce que la loi sur la transition énergétique, ce n'est pas cette majorité qui l'a votée, nous ne l'avons pas votée, nous, aux Républicains, mais c'était une contrainte qui pesait sur ce gouvernement puisqu'il y avait un calendrier hérité de l'époque Hollande. Il aurait fallu que M. Le Maire, ministre de l'économie, que M. Darmanin disent au Premier ministre « c'est un petit problème, le pétrole qui grimpe, les taxes qui sont théoriquement en hausse forte ». On pourrait peut-être essayer de lisser tout cela. On n'a rien lissé du tout. Et aujourd'hui, le consommateur se retrouve devant une marge énorme, un mur, et le gouvernement est bien empoisonné. Gérard Longuet, à l'instant, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, vient de déclarer que le gouvernement n'accepterait aucun blocage total le 17 novembre. Est-ce qu'il faut craindre des affrontements ? Est-ce qu'on peut craindre des affrontements, non, mais c'est des ce qu'avait blocages, déclaré certainement. Gérard Parce que, certainement, vous savez, Paris, la région parisienne, les grandes villes en général, et même les petites villes de province, avec 3 carrefours, vous fichez une pagaille à peu près sans limite. Est-ce qu'il va falloir envoyer les forces de l'ordre en cas de blocage total ? Personnellement, je ne le souhaite pas. Je pense que c'est un coup de colère, c'est une éruption à laquelle je ne participerai pas personnellement. J'en comprends les ressorts, mais je n'y participerai pas. Vous n'appelez pas à manifester ? Non, en tous les cas, un élu tire son autorité de ses électeurs et pas des manifestants. Il n'y a pas de position claire au sein des Républicains dans votre parti là-dessus. Il ne nous a pas échappé que les Républicains avaient quand même un problème de commandement et de direction. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on découvre des solutions bout de ficelle tous les matins en ouvrant son journal, décidées par les Républicains, sans qu'à aucun moment les gens qui comptent un petit peu aux Républicains, notamment les parlementaires, soient associés. Je pense aux initiatives pour sortir de l'argent, genre sapeur Camembert, on fait un trou pour boucher un autre. Vous visez précisément Laurent Wauquiez ? Non, c'est pas... Laurent Wauquiez dirige, donc si ça marche pas bien, c'est le dirigeant qui est responsable. Il a tort, Laurent Wauquiez, de mettre son gilet jaune sur sa parka rouge samedi. C'est ce qu'il a dit. Ça fera une couleur insolite. Ce sont les couleurs de la Lorraine, rouge et or. Mais enfin bon, non, c'est pas la place d'un élu du peuple. Il tire son autorité de sa présence. C'est vrai qu'il n'est plus au Parlement maintenant. Alors évidemment, il fait ce qu'il veut, mais je sais pas l'image que j'ai des Républicains. Pourquoi vous critiquez autant ce matin votre parti, votre famille politique ? Parce que elle vous déçoit. Je suis un peu exaspéré de découvrir sur des émissions vidéo qui sont passionnantes des lignes de fond qui devraient être débattues en interne, ce qui n'est jamais le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne directrice aujourd'hui dans votre parti, et c'est la faute à Laurent Wauquiez ? Je ne sais pas comment ce parti fonctionne, je sais simplement que les parlementaires n'y sont pas associés. Laurent Wauquiez est un mauvais leader ? Il ne dirige pas en mobilisant toutes les forces, parce qu'il serait sans doute obligé d'écouter des gens qui n'ont pas son point de vue. Une dernière question, cette fois-ci sur le président de la République. Vous avez vu Emmanuel Macron la semaine dernière, vous avez passé du temps avec lui, vous étiez avec lui à Verdun. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le président a entendu la colère des Français ? Est-ce qu'il écoute les Français ? Est-ce qu'il les entend ? Je pense je pense qu'il mesure beaucoup plus après son itinérance l'inquiétude profonde de nos compatriotes sur toute une série de sujets. Ce qui m'a frappé dans ce déplacement, c'est à la fois une volonté de dialogue qui est réelle de sa part et une rationalité qui parfois l'éloigne, ne lui permet pas d'être en empathie avec son interlocuteur parce que lui a une approche parfaitement rationnelle. On peut le comprendre par sa formation. Mais un élu, ce n'est plus quelqu'un de complètement rationnel. Il y a une dimension affective qui manque un petit peu dans sa démarche. La dimension élue locale. Merci beaucoup. Merci Gérard Longuet. En tant qu'ancien ministre de la Défense, vous continuez d'être informé de manière privilégiée par les services français, des Absolument pas. Aucune information publique ? Absolument pas. Vous savez, être ancien ministre, c'est une carte de visite extrêmement sympathique. Ça fait plaisir à vos petits-enfants, mais vous n'existez plus dans la vie administrative de votre pays. Merci beaucoup. Merci Gérard Longuet. On passe à l'agenda dans un instant. Merci Gérard. Merci beaucoup. Merci. Alors, il s'en passe des choses. À l'agenda aujourd'hui, il faudra bien sûr suivre cet après-midi à 16h45 la séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. À 17h45, audition importante, Christophe Castaner et Laurent Nunez sur le projet de loi de finances 2019, audition en commission des lois. Et puis à 18h, une autre audition, Julien Denormandie, auditionné toujours sur le projet de loi de finances 2019 devant la commission des affaires économiques. Voilà, on passe à l'œil 2 dans un instant. Voici l'œil 2. Et c'est l'œil de Jean-Philippe de Rosier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Et habitué de ce plateau. Merci d'être là. Bonjour Jean-Philippe. Hier a commencé au Sénat l'examen du PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est le budget de la Sécu. Parallèlement à l'Assemblée, il y a l'examen bien sûr du budget, du projet de loi de finances. C'est un passage obligé, le budget, qui traduit toujours un bras de fer politique, projet contre projet. C'est très politique, le budget. Oui, c'est très politique et c'est un passage obligé, comme vous le disiez, parce que c'est même la raison d'être du Parlement. À l'origine, le Parlement a été créé pour consentir à l'impôt, pour que le consentement à l'impôt se fasse au nom du peuple, que le Parlement représente. Et lorsque l'on remonte très loin dans l'histoire, l'ancêtre des parlements, celui issu de la Grande Charte du Royaume-Uni en 1215, était pour qu'il y ait une représentation pour le consentement à l'impôt que l'on retrouve aujourd'hui à l'article 14 de la Déclaration de 1789. Les citoyens ont le droit, par eux-mêmes ou par leurs représentants, de consentir à l'impôt, à l'assiette et au montant qui doit être prélevé. Est-ce que les parlementaires peuvent vraiment mettre leur
pattes, c'est-à-dire modifier le budget, ou c'est que des gesticulations théâtrales? Alors, il y a un petit peu un entre-deux. Ce n'est pas que des gesticulations, mais il est vrai que sous la Ve République, depuis 1958, il y a un article très important dans notre Constitution qui est l'arme de rationalisation du Parlement, c'est l'article 40, qui interdit aux parlementaires d'aggraver une charge publique ou de diminuer une ressource, en gros donc de coûter de l'argent à l'État. Un instant là-dessus, l'article 40, pour être très clair, l'article 40, c'est on interdit de voter une mesure qui pourrait coûter de l'argent à l'État. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les parlementaires ne peuvent pas, si l'État fait rentrer de l'argent, les parlementaires ne peuvent pas dire il va faire en rentrer moins, donc va prélever moins. Si l'État dépense de l'argent, les parlementaires ne peuvent pas dire on va dépenser plus. En revanche, si le gouvernement décide de modifier les ressources ou les charges, les parlementaires peuvent jouer sur cette modification et peuvent jouer sur l'équilibre entre ressources et charges pour ne pas aller au-delà du gouvernement, mais peuvent toutefois avoir une marge de manœuvre dans la modification. L'examen du projet de loi de finances, c'est aussi l'occasion pour le Sénat de jouer son rôle de chambre d'opposition en présentant un contre-budget. Oui, c'est assez classique. Le Sénat, on l'a dit plusieurs fois, est la chambre de l'opposition. Là, cela fait déjà 2 quinquennats, c'est le 2e quinquennat où le gouvernement ne peut pas s'appuyer sur une majorité au Sénat, puisque le Sénat lui est opposé, sauf la première année du quinquennat Hollande. Mais même lorsque les deux sont alignés, lorsqu'il y a une même majorité politique au Sénat et au gouvernement, le Sénat regarde toujours le budget avec un regard très précis, très approfondi, pour effectivement présenter un budget orienté vers les territoires qu'il représente. Le Sénat défend quoi qu'il arrive les territoires tout à fait. Le budget. Et les territoires sont très souvent les grands perdants du budget, de la loi de finances en particulier, parce que l'État dote les collectivités territoriales, notamment la dotation globale de fonctionnement, et très souvent les collectivités territoriales aimeraient en avoir plus, ce qui est normal, parce qu'elles gagnent de plus en plus en autonomie, donc ont de plus en plus de charges, et l'État ne lui donne pas suffisamment, là encore, cette année, le Sénat va le Sénat cherche à préserver les territoires, préserver la décentralisation et d'augmenter ces dotations, d'augmenter les ressources des collectivités territoriales. Et cette année encore, ça va être le cas. Le Sénat va tenter de défendre les territoires. À raison. Oui, à raison, parce que comme on l'a dit, on va davantage vers davantage de décentralisation. On a un gouvernement qui est assez mal perçu des collectivités territoriales. Depuis l'entrée en fonction de Emmanuel Macron et du gouvernement, il y a eu de nombreux clashs, jusqu'à celui du mois de juin où les départements ont claqué la porte des négociations. Et là, on voit un gouvernement qui se tourne un petit peu plus vers les territoires depuis la rentrée, avec la nomination d'un ministre plénipotentiaire sur les collectivités territoriales, et donc une volonté d'aller vers eux. Et donc, il faut saisir sa chance et essayer de traduire cela en gestes concrets, c'est-à-dire en monnaie sonnante et trébuchante. Merci Jean-Philippe de Rosier, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, de vos éclairages. On passe à la revue de presse dans un instant. À tout de suite. Voilà l'anniversaire des attentats du 13 novembre à la une de Sud-Ouest, comme de beaucoup de titres de la presse quotidienne régionale ce matin, Saveria. Il y a 3 ans, l'horreur terroriste frappait en plein Paris. Un hommage national est prévu aujourd'hui à Paris et à Saint-Denis. Sud-Ouest plonge au cœur de l'enquête, selon le journaliste Mathieu Suc de Mediapart, grand spécialiste de l'État islamique. Les commanditaires des attentats auraient tous été éliminés. Mathieu Suc qui explique qu'un attentat type 13 novembre, Daesh ne semble plus en capacité de l'organiser. Le 13 novembre 2015, 9 hommes se revendiquant de l'État islamique avaient mené une série d'attaques aux abords du Stade de France et en plein cœur de Paris, au Bataclan, des attaques faisant 130 morts et 350 blessés. Voilà, et puis jour, après ce drame de la rue d'Aubagne, la Marseillaise continue de faire des révélations sur ce drame. La Marseillaise qui publie ce matin un document exclusif, une expertise reçue par la ville en 2014, 4 ans avant l'effondrement qui a coûté la vie à 8 personnes rue d'Aubagne. Une expertise plus qu'alarmante sur les risques que comportaient ces immeubles. Un document dont la mairie, tenue depuis 23 ans par Jean-Claude Gaudin, n'a pas tenu compte. Je vous cite juste une phrase de ce document. « Ce bâtiment est occupé dans les étages supérieurs. Il me semble indispensable d'attirer votre attention sur les risques encourus par les occupants. » Autre fait d'actualité, les Gilets jaunes à la une du courrier Picard ce matin, Saveria. Branle-bas de combat en vue de la grande mobilisation du 17 novembre. Les Gilets jaunes s'organisent. Qui sont-ils? Le mouvement est-il spontané?
Ou au contraire, faut-il y voir une récupération politique? Les Gilets jaunes qui fourbissent leurs armes en Picardie maritime. Ambiance et reportage à Voincourt dans le Vimeux. Ces Gilets jaunes ont bien leurs propres convictions politiques, mais il ne s'agit pas d'en débattre. On ne veut pas être dirigé par les uns ou les autres. Le coût du carburant transcende les clivages. Une seule inquiétude, la présence de fauteurs de troubles. Nous ne voulons ni casseurs ni bagarreurs. Voilà, Libération Champagne avec des parents qui vraiment dépassent les limites. Colette Méhan, une coach de 77 ans, a été violemment agressée à la mi-temps d'un match de basket, agressée par le père d'un joueur. Libération Champagne qui nous raconte l'agression de cette entraîneuse historique du club de basket de Saint-André-les-Vergers. Elle a 77 ans, Colette Méhan. Le père d'un joueur de 15 ans l'a agressée dans le vestiaire à la mi-temps. Pourquoi? Parce que son fils, en larmes, n'était pas encore entré sur le terrain. Résultat, 60 jours d'arrêt de travail pour Colette. Une affaire qui rappelle les relations parfois tendues entre dirigeants de clubs sportifs et parents de jeunes licenciés. Voilà, on le rappellera jamais assez, ce sont les 3 ans d'anniversaire des attentats du 13 novembre. Il y a eu aussi des victimes. Leur reconstruction est aussi à la une de la presse quotidienne régionale et notamment, pour terminer, de Paris-Normandie ce matin. 3 ans, jour pour jour, après les attentats de Paris et de Saint-Denis, le long travail de reconstruction des victimes. Paris-Normandie qui interroge ce matin une survivante des attaques qui dit son effroi, sa peur, sa douleur et le lent, très lent travail de reconstruction. Catherine Bertrand, c'est elle, publie aujourd'hui Chronique d'une survivante, le récit de ses 3 ans de travail pour renaître après les attentats. Un hommage national est prévu aujourd'hui à Paris et à Saint-Denis. Pour la première fois, le président de la République n'assistera pas à la cérémonie. Seront présents cette année Édouard Philippe, le Premier ministre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, accompagnée de son homologue londonien, Sadiq Khan. Voilà. Merci beaucoup, Saveria. On vous retrouve demain pour la 3e partie de notre émission, l'actualité parlementaire et politique. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, ça s'améliore, vous allez le voir. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé également dans les autres émissions politiques et dans les matinales d'infos ce matin. Merci, au revoir. Merci, très bonne journée. Au revoir. Et à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Je compte sur la mobilisation des Français le 17. Partout en France, il faut absolument que tous les Français, tous les automobilistes soient sur le terrain. Moi-même, j'ai acheté il y a déjà presque 4 ans une voiture, mais ça à titre privé, électrique, hybride électrique rechargeable. Faut pouvoir. Voilà, faut pouvoir. Nous, on n'a pas le même pouvoir d'achat. Pas de récupération. Aucune, puisque nous sommes le mouvement. Nous l'avons toujours été. Reprenez les vidéos sur les barrières de péage. Qui était sur les barrières de péage ? C'était moi. Je peux pas vous dire telle région ce sera un blocage, telle région ce sera une manifestation à pied ou quoi. Vous verrez samedi l'ampleur de la manifestation. Et en région parisienne, puisque vous êtes à Issy-les-Moulineaux ? Alors, en région parisienne, ce sera une opération escargot au démarrage. Aller bloquer avec ma voiture des carrefours, des routes, etc., j'estime que là, par contre, ce n'est pas ma place. Mais manifestation à pied, ça ira très bien dans la Manche. Lorsque ces manifestations sont déclarées en préfecture, parce qu'elles doivent être déclarées en préfecture pour être légales, eh bien, elles doivent respecter un certain type d'organisation, l'ordre public, l'ordre républicain, et à partir de ce moment-là, il n'est pas question de procéder au blocage que vous décrivez ici. Moi, à titre personnel, je ne manifesterai pas. Vous savez que je ne manifeste pas. Je considère que quand on est président de parti politique,
on ne doit pas manifester, sauf peut-être très très rares exceptions. J'entends Sacha Houlié dire qu'il faut que tout ça se passe très bien. Bien sûr qu'il faut que tout ça se passe très bien. Mais enfin, je vois que le gouvernement va bientôt être plus exigeant avec les Françaises et les Français qui ont une voiture et qui veulent manifester leur mécontentement qu'avec les crados de Nuit debout qui pendant 15 jours ou 3 semaines ont mis un bazar intégral place de la République, avec les gens qui cassent les vitrines, etc. C'est d'une manière générale, je crois, un besoin aussi pour les gens de retrouver un petit peu d'espoir dans l'avenir et de retrouver du sens. Et ça, c'est aussi à nous de leur montrer que ce qui est en train d'être fait, c'est pour justement se préparer l'avenir et pour qu'on aille mieux tous ensemble. Le gouvernement a instrumentalisé l'écologie pour vider les poches des Français par manque de courage politique. Ce que je dis aux Français, c'est qu'il faut qu'ils se rendent devant les préfectures et les sous-préfectures, c'est-à-dire devant les représentants de l'État, pour que de toute la France, des provinces et des territoires, monte cette immense clameur, bien plus que cette gronde, cette fronde des territoires, qui ira dire à Emmanuel Macron, votre politique de casse sociale, de casse territoriale, ça suffit.